précis en fait. Donc voilà, c'est prendre le 12 avec le danger d'avoir ça, d'avoir une position à travailler, parce que le 12 va perdre déjà. Par contre, le 12 peut très bien faire un 12-15 à chaque fois. Comme il n'y a pas de volatilité, pour l'instant, ben voilà, on fait... C'est des... Voilà, mais c'est de l'eurodoll, et généralement l'eurodoll, c'est... Généralement, comme on traite les intervenants, on prend toujours entre 1 et 5 ticks. Quand on dit je fais du scalping, je prends 20 ticks, en fait, c'est très difficile, ça veut déjà dire qu'on a fait de l'anticipation. Et pas. Voilà. La différence avec l'analyse technique en général, c'est qu'on ne dit pas ça va aller là. On dit si ça va là, je ferai ça, si ça va là, je ferai ça. Exactement. Exactement. Oui, oui, j'entends bien. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les traders de la salle, quelquefois, on peut leur demander le soir, alors le marché, est-ce qu'il a monté ou est-ce qu'il a baissé? Et bien, il y en a qui ne sauront pas. Parce que quand on est dans le... Exactement. Voilà. Parce qu'on fait du scalping, on traite des intervenants et pas la direction du marché. À telle zone, il y a un gros volume à une autre zone, et on sait qu'on a un setup qui est déjà prédéfini. On sait qu'on va rentrer long sur la zone, sur une zone précise, on sait qu'on va rentrer short sur une zone précise, mais après on ne sait pas ce qui va se passer une fois qu'on aura passé ces deux zones. Donc on va chercher une autre zone intermédiaire. Donc en termes de volume, après on peut redescendre beaucoup plus loin. Donc, et on le voit dans le graphique, on a bien retracé. Si on redescend, on peut aller rechercher les bas en fin de séance. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de définir des zones d'achat et de vente, et quand on arrive sur ces zones-là, on intervient. Donc là, clairement, il faudrait, pour que le duel de Forex s'anime un peu, c'est qu'on lâche la zone à 12, et là, il va y avoir de la volatilité, mais comme je le disais, 17h, 17h30, c'est là où il y avait beaucoup de liquidité. Au-delà, après, ça va se réduire. Donc, ce qui serait bien, c'est que ce gros acheteur termine ses lots et qu'on descende pour créer un peu de volatilité pour qu'on puisse intervenir. On vient de me poser une question, on m'a demandé si on était contrarien. Donc oui, nous sommes contrariens. Alors contrarien ne veut pas dire contre-tendance. Ça veut dire, en fait, être au début des nouvelles tendances. En fait, nous ne cherchons pas nous cherchons plutôt à vendre ici, à acheter ici, à vendre ici, à acheter ici. On vend des nouveaux plus hauts et on va acheter des nouveaux plus bas, par exemple ici. Mais nous ne sommes pas à contre-tendance. Parce qu'à ce compte-là, on pourrait toujours dire, on pourrait toujours prendre une unité de temps supérieure et dire, tu vois, sur 30 ans, t'as acheté, mais en fait, t'es bien baissier. Voilà. Alors que la bourse n'a fait que monter pendant une trentaine d'années. Donc nous ne sommes pas à contre-tendance. Voilà. Un contrarien n'est pas à contre-tendance. Donc juste pour récapituler, là il reste 20 minutes de séance. On est toujours avec Tarek en première position à 375 $, avec la Lila toujours 175, flat depuis tout à l'heure les deux. Et 20 minutes donc pour... Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est que le marché a quand même monté jusqu'à 25 et il est descendu jusqu'à 11, autrement dit ça ne bouge pas. On peut voir la différence par rapport à ça là. Voilà. On est juste, il a fait ça, et tout à l'heure pendant le chiffre, on a fait une bougie gigantesque. Donc quand on fait des grosses bougies comme ça, on peut avoir des gros retours. Quand on essaye de travailler une zone comme ça, pour des scalpers, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça fait déjà 10 minutes, un quart d'heure qu'on est sur la zone 11, 12, 13. Ça devient... la liquidité diminue encore, ça devient un peu compliqué là pour nous. C'est mortel.
Quand c'est comme ça en journée, c'est... On le voit, hein, le niveau à 11-12, il y a 4769 lots qui ont été échangés à 10 et 4434 lots échangés à 11. En fait, sur ces deux niveaux de prix, c'est là où il y a eu les plus gros échanges sur la séquence, et je pense que si on regarde sur la journée, c'est un des plus gros volumes. Donc ça, nous concrètement, comment on l'analyse, c'est qu'il y a un gros investisseur qui bloque ce prix-là. Donc par contre, on n'a aucune idée de savoir s'il a combien de contrats il a à l'achat. Tout ce qu'on sait, c'est que si par exemple on était long à 12, ça ne sert à rien de continuer à acheter 10, 9, 8, 7, 6 parce que ça y est, il n'est plus là. Et peut-être que le prochain gros acheteur, il est à figure, donc à 100. Donc ça nous permet d'avoir une coupe assez rapide. Donc si on est long 12, probablement qu'on va couper à 8. Donc on va avoir un risk-reward qui va être intéressant, à savoir on paye 11, on fait 15, on fait 12, 15, 12, 16. Et au pire des cas, quand cet acheteur sera parti, on va perdre 4 ticks. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est important à noter quand vous tradez, c'est combien de ticks vous allez prendre quand vous allez gagner par rapport à ce que vous risquez. Donc tout le trading et le scalping, en fait, c'est basé sur ça, sur votre money management et savoir combien vous risquez sur chaque trade. Vendredi, généralement, on arrête vers 16h30. Parce que justement, il n'y a plus assez de liquidité, ça devient assez dangereux. On ne va pas traiter ce qu'on appelle les égorgés, c'est-à-dire qu'un gros intervenant pourrait très bien avoir soit un ordre client derrière, soit avoir oublié de vendre ou d'acheter à un moment donné, et il est obligé d'acheter ou de vendre, et il peut exploser le marché à la hausse ou à la baisse d'une vingtaine de points, et évidemment on ne veut pas se retrouver dans un mouvement comme ça parce qu'il n'y a plus de contrepartie. Donc il va bien éclater le marché. Voilà pourquoi le vendredi, généralement, on arrête assez tôt. L'autre raison, c'est que quand on se fait avoir, quand un asset manager se fait avoir un vendredi, il passe un très mauvais week-end. Donc s'il a passé une bonne semaine, si il a fait une bonne journée, généralement il va arrêter tôt et il va aller boire un verre, plutôt que d'essayer de prendre 3 ticks avec le risque de se prendre un trou. Voilà. En salle de marché en Europe, il n'y a plus personne en salle de marché. Donc, il suffit qu'il y ait un Américain ou une autre contrepartie qui ait des lots à sortir. Il aura, à la vente, par exemple, il n'aura aucune contrepartie à l'achat. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très risqué, même pour vous, de trader durant des heures creuses. Parce que quand il y a un manque de liquidité, c'est là où vous allez vous prendre un spike et risquer de perdre énormément. Donc sélectionnez les moments de la journée où vous tradez, c'est vraiment très important. Trader à l'ouverture américaine ou à l'ouverture européenne, c'est pas la même chose que trader à 10h ou à 16h. Donc là on le voit bien, ça fait presque 10 minutes qu'on est entre 11 et 14. Donc depuis, ça fait 10 minutes que l'acheteur absorbe à 11. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il aura terminé son bloc, ce qu'on appelle un bloc trade. Donc une grosse quantité, voilà. On va voir là s'il va revenir à l'achat. J'en viens à une question, c'est peut-être une question idiote, mais j'ai beaucoup entendu dire que le carnet d'ordre a été énormément parasité par le trading algorithmique haute fréquence. Et est-ce qu'on peut s'en rendre compte comme ça, en regardant le carnet d'ordre? Je ne sais pas, je n'utilise pas du tout le carnet d'ordre. Non, c'est vrai que les high frequency trading, ça a un peu perturbé au départ parce que comme nous on regardait, on avait des setups, on avait des intervenants qu'on avait bien analysés, il a fallu s'adapter. Dans le trading, vous allez toujours devoir vous adapter. Vous allez peut-être être dans des séquences de trading où par exemple le CAC 40 ou l'Eurostoxx va faire 1% de volatilité et d'un coup on va faire des plus 3, plus 4. Nous on a eu un peu ce problème là avec le high frequency trading. Mais globalement,
c'est notre job en fait de nous adapter et ça ne nous pose pas de problème. Au contraire, on a des stratégies de trading qui sont là pour voir où sont ces ordres algo, ces ordres iceberg, ces spoofing. Donc bien sûr au départ c'était un peu dérangeant, mais très rapidement en fait on a pu s'adapter. Donc là on a vu qu'à 11, le gros intervenant a pu absorber. Et là on a fait tout de suite 11, 19, 8 et on va voir si la baisse va continuer et qu'on arrive sur des nouveaux niveaux, par exemple à la figure à 1.110 qui donnera un signal en fait pour intervenir à l'achat. Merci beaucoup. On s'approche de la fin, assez rapidement. On a 13 minutes. Nabil s'était placé à 7. Et ici, il a retiré son ordre. Finalement, il n'était pas super bien placé dans la file d'attente. Il y a aussi cette histoire de file d'attente. En fait, ce que nous analysons nous, ici, c'est la formation du prix. Et ensuite, ça, c'est une file d'attente. C'est les nombres de l'eau. Et quand il s'est placé... Alors, quand on se place ici et qu'il reste 6 lots, on a beaucoup de chances de se faire exécuter très rapidement. Par contre, quand on se place ici et qu'on est 108e, quand on est dernier de la file, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on arrive au 108e, il n'y a plus d'acheteurs et pouf, ça tombe. C'est pour ça qu'il vaut mieux être bien placé dans la file d'attente pour pouvoir scalper et prendre quelques prix. Donc là on a vu qu'à 11, l'acheteur est parti. Donc le marché baisse doucement. Et je voulais revenir sur ce que disait Johan au niveau de la file d'attente. Les futurs, contrairement, par exemple, je fais pas de publicité négative ou autre par rapport au CFD où on disait les futurs, le problème c'est qu'il y a des algos qui vous enlèvent vos ordres et il y a des robots qui passent avant nous, qui nous enlèvent nos ordres. J'ai entendu ça sur un blog. Il y a des robots qui nous prennent notre ordre, qui nous l'enlèvent, le robot met son ordre et après nous remet notre ordre. Donc juste pour vous expliquer la bêtise de ce propos, là ce numéro 4, c'est-à-dire que je suis quatrième dans la file d'attente. C'est-à-dire que si le marché monte et qu'il fait 4 lots, eh ben, je vais être exécuté à la vente. Donc il n'y a personne qui peut enlever mon ordre et me le remettre. Contrairement à ce qu'on peut dire. Ou alors le marché va à 121 et redescend et mon ordre n'est pas exécuté. Là, quoi qu'il arrive, à partir du moment où le marché va faire 4 lots à 19, donc c'est ce numéro-là, c'est ce qu'on appelle le Q-position, donc notre place dans la file d'attente. C'est-à-dire que si je me place ici, vous allez avoir écrit 15. Donc juste pour vous donner un exemple, je vais me placer assez loin, par exemple je vais me placer à 84. Donc quand je vais me placer à 84, je vais être 84e dans la file d'attente. Donc là, si le marché arrive à 0,6 et qu'il traite 84 lots, 84 contrats futurs, je vais être exécuté à l'achat. Donc, contrairement à ce qui est dit, il n'y a aucun algo qui vous retire votre ordre et il n'y a pas d'ordre de priorité. La seule priorité, c'est first in, first out. Si vous placez votre ordre et que vous êtes 4e dans la file d'attente, et ben les 4 premiers lots qui vont être traités, ça va être pour vous. Donc ça, c'est juste pour rectifier les bêtises qui se disent sur Internet. Merci. 10 minutes. Il y a d'autres bêtises, mais je les garde pour le salon du trading. Et puis pour l'apéro de tout à l'heure. Je ne sais pas si on va avoir d'autres positions. Il y a de moins en moins de liquidités. On est un petit peu... Donc on était dans la zone à travailler jusqu'à 12. On voit qu'on a cassé donc le 10-11. Mais c'est un peu compliqué, on est redescendu que jusqu'à 8. C'est pas assez pour avoir le retour, tu vois, avoir cet effet élastique, en fait. Donc c'est... Parce que c'est un trait... En fait, là, on peut voir ici au graphique, personne peut sur tout au maximum. Et moi, comme vous avez vu tout à l'heure, j'aime bien quand il y a de la vol. Là, on peut rentrer-sortir des trentaines de fois. Mais là, il n'y a plus rien, donc c'est trop risqué. On peut rentrer, ne pas être exécuté à la sortie. Donc là, pour moi, c'est un peu trop dangereux, donc je préfère ne pas être... Pour moi, il n'y a rien. Pour moi. C'est-à-dire, peut-être si ce niveau-là, il casse, peut-être, je vais essayer de rentrer. Peut-être, je vais essayer d'entrer à 6, mais ça va être un trade qui... Ouais.
Ouais. Voilà, il y a plus rien. 16h30 17h30. 16h30, il n'y a plus rien. Là, on le voit sur le graphe que Nabil est en train de montrer. On voit clairement qu'à 17h30, vous voyez en fait, il n'y a plus du tout de hausse ou de baisse par rapport à 14h30 où il y avait des hausses et des baisses assez conséquentes. Depuis 17h30, en fait, ça végète sur 2 points et ça peut monter. Voilà. Sur le lunaire, on voit que ça y est, doji, ça bouge plus. Donc, on peut prendre des trades peut-être, mais ils vont être plus glissés qu'autre chose. Mais normalement, le vendredi, on finit à 4h. Pas de... C'est sympa. Non, on va attendre, il reste 10 minutes, c'est ça? « 8 minutes avant la fin. Nadal Federer, Nadal 8 était annoncé, minutes. Est-ce qu'il y a des personnes qui traitent les futurs sur l'euro-dollar dans la salle? Non? Ah. D'accord. Et vous n'avez pas une question spéciale? Sur CMI ou sur les contrats futurs? Qui c'est qui voulait poser une question? Vous voulez intervenir sur les futurs, monsieur? Vous traitez les futurs sur le CMI, monsieur? Oui, non, vous? Je croyais que vous aviez... Oui, vous? Je croyais que vous aviez levé la main.